Messieurs, dames, bonsoir. Bon, tout d'abord, on s'excuse pour le retard. On a un intervenant qui est en cours de route, on va dire. Il arrive, il pleut, on est à Marseille, c'est un peu la panique. Mais il est bientôt là. Et soir de match, bien sûr, soir de match. Mais il va arriver, il prendra en cours de route. Bon, tout d'abord, merci d'être ici. On est très heureux de vous accueillir. Donc moi, je m'appelle Violette Artaud, je suis journaliste, je travaille pour Mars Actu. Je suis accompagnée de Julien Vincent, qui est également journaliste à Mars Actu. Et donc ce soir, c'est notre troisième soirée au Théâtre de l'Œuvre, où Yves nous accueille. Voilà, on fête aussi un anniversaire. Donc Mars Actu, c'est un journal en ligne indépendant. On a 3 ans. Ça fait 3 ans que les journalistes ont repris le journal. Et donc voilà, on est encore là. Et en plus, on fait des débats. Ce soir, le thème, vous l'aurez compris, c'est la vidéosurveillance. La vidéosurveillance et le big data. Alors peut-être que c'est un gros mot pour certains. On va essayer, en tout cas, de l'expliciter un peu, de pouvoir répondre à certaines questions. Pour ça, ce soir, nous avons donc 2 invités sur 3. Le premier, c'est Sébastien Brun. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes brigadier à la police nationale à Marseille depuis 2006. Vous êtes aussi secrétaire régional adjoint de la zone sud du syndicat alternatif police et FDT. Et c'est donc en tant que membre de ce syndicat que vous vous exprimerez ce soir. Donc, notre intervenant mystère, bon, je vous le présenterai quand il arrivera. Hein. On va faire comme ça. Et puis, Félix Tréguer, donc bonsoir. Vous êtes chercheur post-doctorant à l'ISCC, l'Institut des sciences de la communication du CNRS, qui est rattaché à la Sorbonne. Vous êtes membre fondateur d'une association qui s'appelle la Quadrature du Net. C'est une association qui s'intéresse aux libertés fondamentales à l'heure d'Internet. C'est ça, tout à l'heure on avait un débat, liberté individuelle, liberté publique. Vous préférez dire liberté fondamentale. Voilà, donc nos invités de ce soir. Peut-être que vous vous demandez qui va porter ce soir la parole de la ville. Alors, on s'est aussi posé la question. À Mars Actu, on a débattu là-dessus. Et on a fait plusieurs articles que, si vous êtes abonné, vous avez pu voir. Donc, c'est des articles sur le thème de la vidéosurveillance et du big data. Et lors de ces articles, on a fait une demande à Caroline Posmentier, qui est l'élue adjointe à la sécurité à la mairie de Marseille, une demande d'interview vidéo filmée qu'on comptait vous projeter ce soir. Elle a refusé. Donc, personne ne portera officiellement, en tout cas, la parole de la ville. En revanche, la municipalité est obligée d'élaborer des documents sur ce sujet, sur la vidéosurveillance, sur son projet de big data, des documents qui peuvent être des délibérations, des cahiers des charges. Et ça, donc nous, à Mars Actu, c'est un peu notre travail de les chercher, de les décortiquer. Et c'est donc ce qu'a fait Julien, en partie. Tu as travaillé, en fait, depuis 2013, Julien travaille sur le sujet de la vidéosurveillance. Et en 2013, tu as trouvé un document dont tu vas nous parler. Et je te laisse la parole. Merci, bonsoir à tous. Effectivement, les documents publics sont aussi une matière intéressante pour les journalistes, notamment, voilà, on accueille notre intervenant, on l'a fait venir. Je te laisse le présenter du coup. Voilà, donc c'est notre troisième intervenant qui n'est plus mystère. On l'excuse, hein, c'est la pluie. Voilà, vous pouvez prendre place. Donc Laurent Muchelli, qui est sociologue, chercheur et spécialiste des questions de sécurité. Vous êtes ici ce soir surtout parce que vous avez écrit un livre tout récemment qui vient de sortir aux éditions Armand Collin. Et le titre du livre est « Vous êtes filmé, enquête sur le bluff de la vidéosurveillance ». Voilà, il est là, présent. Et on peut donc commencer, Julien. Pour vous resituer dans le contexte, ça fait à peu près 10 ans
que la ville de Marseille déploie progressivement un réseau de caméras. Au début, on était sur une cinquantaine, une centaine, 200, très concentrés dans le centre-ville. Et il y a eu un coup d'accélérateur en 2011 avec cette annonce d'une volonté, cette fois-ci, de déployer de manière massive un réseau avec un objectif affiché d'1 millier de caméras. Et donc 2 ans après, quand je m'intéresse à cette question en 2013, on se demande mais où elles vont être ces caméras, comment elles vont être installées, dans quel quartier en premier, selon quel calendrier, avec quels objectifs aussi. À toutes ces réponses, à toutes ces questions, on n'a pas de réponse, si ce n'est donc dans ce document qu'on finit par trouver, puisque au moment où la ville cherche un prestataire pour les installer, parce qu'il faut bien à un moment donné les installer. Et donc là, dans ce document, finalement, c'est la première fois on peut poser sur une carte de Marseille ce réseau futur à l'époque, avec donc on voit bien les points bleus qui sont les caméras déjà installées à l'époque très concentrées dans le centre-ville, et puis l'étendue de la ville, l'extension. Donc on a cette carte, et on a aussi quelque chose qui est intéressant, qui est dans les documents, les objectifs. C'est-à-dire que la ville aussi explique que pour chaque caméra, ici on l'a posé là pour des raisons de circulation, de stationnement, là parce qu'il y a des agressions, là parce qu'il y a une cité sensible, des lieux touristiques. Donc on a finalement... Ça c'est pour après. On a finalement pour la première fois aussi dans le détail une politique qui est affichée, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, au-delà de voilà, on veut mettre des caméras et on veut en mettre beaucoup. La question de l'objectif des caméras, elle n'est pas anecdotique. Je m'en rends compte en épluchant ce document, puisque sur 5 caméras, on trouve des mentions, pour le coup surprenantes dans ce marché public, où on explique que l'objectif de ces caméras, elles sont là pour surveiller et dans un but de surveillance des Roms, gens du voyage. Un peu les deux, parce que visiblement, il y a une des fiches où on parle de gens du voyage, mais c'est plutôt une installation de Rome au niveau de la caserne Cardo, qui est un site bien connu, donc visiblement on s'en mêle un peu les pinceaux. Et là, quand je pose la question à la ville de Marseille, j'ai pas de réponse. Est-ce que c'est le prestataire, un sous-traitant qui a un petit peu dérapé, on va dire? Est-ce que c'est les services municipaux qui ont eux-mêmes validé cela? Est-ce que comment tout ça est passé a passé tous les filtres? Et en tout cas, on a à ce moment-là quand même une réaction d'indignation d'une association qui s'appelle Rencontre Tziganes, qui accompagne, qui travaille sur ces questions et qui dénonce clairement une discrimination ethnique dans un document officiel. Et aussi la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, dont on aura l'occasion de reparler, je pense, dans ce débat, qui parle de stigmatisation, qui s'oppose clairement à cette mention, puisqu'elle cible des catégories raciales et ethniques, qui plus est en les assignant à un caractère délinquant, c'est-à-dire qu'on pose une caméra à un endroit parce qu'il y a des Roms, parce qu'on suppose qu'ils vont commettre des actes de délinquance. On plonge là dans un peu une partie du débat éthique qui nous occupera ce soir, je pense. L'autre question sensible, quand on parle de vidéosurveillance, de ce réseau de caméras, au fur et à mesure qu'il grossit, c'est le coût, puisqu'on part sur la première phase, on parle de 10 millions. La deuxième, donc celle que vous voyez sur la carte, là, ces points rouges, c'était 20 millions d'euros. Et puis la troisième phase, celle qui est en train de se préparer avec 500 caméras supplémentaires pour arriver à 1500, on est sur 46 millions d'euros avec un dérapage budgétaire. C'était un article, donc de Violette en parlait, on a fait toute une série d'articles, donc cette semaine donc sur Mars Actu, on a révélé effectivement ce dérapage, cette inflation budgétaire sur cette troisième phase. 46 millions d'euros pour vous situer, c'est un an de budget d'investissement dans les écoles.
Donc on voit là clairement posé qu'on est aussi face à une politique, et c'est pour ça que ça nous intéresse, une politique qui en termes budgétaires commence à représenter une masse considérable pour la ville. On est sur un an d'investissement dans les écoles, c'est une politique pour la ville de Marseille qui a pris toute sa place. En plus, il faut savoir que s'ajoute le fonctionnement annuel, c'est-à-dire que pour pour réparer ces caméras, pour visionner les images, il faut forcément des moyens humains, techniques. Et donc là, on est sur une estimation, c'est d'ailleurs Laurent Mukeli celle de Laurent Mukeli qui est citée dans l'article, parce qu'on a peu de données là-dessus, on a quelques estimations. On serait de l'ordre de 7 millions d'euros annuels. Là encore, un ordre de grandeur, on est un peu moins que le budget annuel des piscines, de fonctionnement des piscines municipales, au hasard, mais voilà. Alors ça, c'est pour ce qui est de la vidéosurveillance, hein, mais notre débat, vous l'aurez compris, il a une deuxième partie, un deuxième sujet. On verra que les sujets, en fait, les deux sujets sont intriqués. On en discutera tout à l'heure. C'est le big data. Alors le big data, ça peut être un gros mot, hein, je l'ai dit. C'est quoi, Julien? Alors plus précisément, le big data de la tranquillité publique. Soyons précis. Le projet municipal qui consiste à utiliser le big data dans un objectif de tranquillité publique. Alors très honnêtement, c'est resté assez flou pendant pas mal de temps, parce que ça a été annoncé en fin 2014 pour la première fois. Il y a eu un passage en conseil municipal en 2015. Et puis, on ne savait pas grand-chose, si ce n'est qu'il y avait un budget qui est pas énorme par rapport aux masses qu'on vient de traiter, mais qui est quand même d'1,8 million d'euros. L'idée, pour faire court, c'est de collecter une grande masse de données, donc d'où le terme big data, et d'utiliser des technologies assez récentes de traitement de données, d'analyse, de machine learning, c'est-à-dire des algorithmes qui apprennent aussi au fur et à mesure qu'on leur injecte des données, pour former des modèles, faire des analyses, des cartes, des graphiques, et orienter, aider l'action publique sur les thèmes de la sécurité, et peut-être, cerise sur le gâteau, prédire, c'est-à-dire anticiper, permettre à la ville de savoir, parce que là il y a un événement, il y a une situation qui ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu dans le passé et où il s'est passé des choses, dire là il y a peut-être un risque. Donc ça, c'était à peu près ce qu'on savait. On en a su un peu plus, encore une fois, grâce à un document qui est un marché public, cette fois-ci grâce à la Quadrature du Net, puisque c'est cette association qui a été chercher ce document, qui l'a réclamé à la ville de Marseille et qui a fini par l'obtenir. Et voilà, en l'épluchant, donc c'était l'objet d'un article ce matin dans Mars Actu, on se rend compte quand même que pour l'instant c'est un peu fourre-tout. Puisqu'on nous parle de délinquance, bien sûr, on explique que l'axe sécuritaire est la priorité, mais on parle aussi d'occupation du domaine public, donc vous savez, les marchés forains, les vendeurs à la sauvette, on parle des chantiers, la sécurité des chantiers dans la ville, la circulation, le stationnement, les deux roues mal garées, là une voiture en double fil, la gestion du trafic. Donc finalement, ce qui correspond à peu près à ce que peut faire la ville, et on a l'impression que le champ des possibles qui est ouvert par la technologie, la ville a été est très intéressé pour s'emparer de tout ça et a envie de tester tout ça, mais sans que ce soit pour l'instant très très clair, mais on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, donc je ne sais pas si c'est plus clair pour vous. Sachez en tout cas que si ça ne l'est pas pour nous aussi, c'est quelque chose qui est difficile à saisir, hein. C'est un projet qui est énorme, qui mêle à la fois des technologies et des objectifs que finalement on ne connaît pas très bien. Des axes qui sont pas bien définis. Mais même si donc des inconnus restent encore à découvrir et des questions vont être soulevées. D'ailleurs, pour la deuxième partie de la soirée, vous pourrez poser des questions ou même des avis. Mais on va commencer par parler de ce qui est déjà en place, donc la vidéosurveillance. Je me tourne vers vous, Sébastien Brun. Donc, vous faites partie de la police nationale. On sait que dans ces centres qui contrôlent la vidéosurveillance, donc on appelle ça des CSU, des centres de supervision urbains, ce sont des policiers municipaux, mais vous travaillez avec eux.
Et vous me disiez tout à l'heure que pour vous, la vidéosurveillance, c'est un outil qui est indispensable. Pourquoi il est indispensable et comment vous l'utilisez au quotidien? Donc, depuis tout à l'heure, on n'a pas dit, on peut dire bonjour, donc bonjour à tous. Et bon anniversaire. Merci. Nous, au quotidien, la vidéosurveillance est utilisée soit au sein des enquêtes, pour pouvoir mener des enquêtes, soit en direct pour nous aider sur des interventions. Donc effectivement, derrière les caméras, c'est des policiers municipaux. On travaille très bien avec eux. On a un retour en notre salle de commandement de la vidéo, ce qui nous permet, notre salle de commandement, d'avoir l'image en direct de là où on peut intervenir. Donc ça peut être sur différentes situations, hein. Ce n'est pas que sur des situations dramatiques, hein. Ça peut être sur des simples manifestations ou alors pour appuyer les équipes sur le terrain qui vont intervenir sur des choses peut-être un peu plus graves. Voilà. Alors, la dernière fois, on s'est eu au téléphone et je vous posais une question. Est-ce que vous utilisez plus souvent cet outil dans le temps réel, donc en observant des images de direct, ou pour des recherches? Et si c'est pour des recherches, comment ça fonctionne? À quel moment vous dites, bah, là, je vais rechercher quelque chose? Alors pour ça, je n'ai pas vraiment de chiffres en tête à vous donner. Par contre, la sécurité publique, c'est pas quelque chose qui... Alors il y a le big data peut-être qui va le prévoir, mais en fait, c'est pas quelque chose qui se prévoit. Donc si dans une journée, on a besoin d'utiliser la vidéo, peut-être que la journée d'après, on n'a pas besoin. Donc ça, je ne peux pas vous dire si elle est plus utilisée en temps réel ou sur des enquêtes. Par contre, sur les enquêtes, oui, effectivement, là, c'est même plus complexe que ça, parce que quand vous utilisez une vidéo pour une enquête, ça peut être pour lever des doutes, pour enlever des... Sur une enquête, vous avez un élément, vous allez pouvoir l'écarter grâce à la vidéo, peut-être rapidement ou peut-être pas, mais par contre, vous allez peut-être avoir des bandes vidéo, un certain nombre d'heures de vidéo à exploiter, et là, ça peut être des mois. Donc, en fait, un enquêteur pourrait... J'ai des idées d'enquête où les vidéos ont été analysées et traitées pendant plusieurs mois, jusqu'à 6 mois. D'accord, oui, c'est... Donc, alors, pour faire la part des deux, c'est très difficile. Et vous me disiez aussi que, et c'était étonnant, moi je ne le savais pas, que les vidéos étaient stockées seulement 10 jours. Donc, en fait, c'est au tout début de l'enquête, systématiquement, qu'on fait des demandes de réquisition, c'est ça? Alors, systématiquement, ce n'est pas prévu que ce soit systématiquement, mais effectivement, si un dépôt de plainte est déposé dans les 10 jours, un des premiers actes de l'enquêteur va être de vérifier s'il y avait une caméra. Ou si sur les éléments qui lui est apportés pour mener son enquête, c'est peut-être pas forcément là où a eu lieu le fait, hein, c'est si dans les éléments qu'il a, il peut se dire qu'il va avoir des certitudes ou il va avoir des éléments qui vont venir s'ajouter à son enquête, il va forcément, c'est de façon automatique, mais c'est pas prévu comme ça, il va utiliser cet outil. Voilà. Donc c'est ça, c'est bien un outil qui est devenu indispensable pour vous. C'est le mot que vous avez employé à plusieurs reprises quand on discutait. Indispensable dans le sens de l'enquêteur qui va essayer de réfléchir comme un enquêteur. Voilà. Et il va se dire, il y a un certain nombre d'actes qu'il va faire dès le début de l'enquête. Et dans ces actes, il va se dire, grâce à la vidéosurveillance qui est déployée sur la ville de Marseille, il va se dire, est-ce que je pourrais avoir des images exploitables pour mon enquête? Donc il va le faire, lui, systématiquement, mais ce n'est pas quelque chose qui est prévu, ce n'est pas quelque chose qu'on l'oblige à faire. Mais lui, l'enquêteur, il va, dans son début d'enquête, se dire... C'est un réflexe, ça devient un réflexe pour lui. Ça devient un réflexe, oui. Laurent Mukeli, je suppose que... Au vu du titre de votre livre, en tout cas, enquête sur le bluff de la vidéosurveillance, vous n'êtes pas forcément d'accord pour dire que la vidéosurveillance est un outil indispensable à la police? Ah, c'est pas comme ça que ça se pose. Je commence par m'excuser platement auprès de tout le monde. Hein. J'arrive du nord du département, j'ai mis 2 heures pour arriver là. C'était juste la folie. On vous excuse, c'est pas grave, vous êtes là. Oui, non mais voilà, je tiens à m'excuser. Alors c'est pas exactement ça que je dis. Ce que je dis, c'est que il y a bien sûr tous les jours, sur une ville comme de la taille de Marseille, il y a bien sûr tous les jours une affaire dans laquelle il y a une image qui aide une enquête de police.
C'est tout à fait clair. La question que moi je pose, c'est, parce que moi je fais de l'évaluation, comme le ferait la Cour des comptes par exemple, comme elle l'a fait d'ailleurs en partie sur la vidéo. Moi je fais de l'évaluation, donc je me pose pas la question comme ça, je n'additionne pas au fond les faits divers, ou si je les additionne, je rapporte ça à... Je me pose la question, dans combien de cas ça a apporté une aide, au final, sur l'année entière, sur la ville entière, dans tous les cas de délinquance des voies publiques, où potentiellement la caméra peut être utile. Ce qui inclut d'ailleurs une partie de l'accidentologie, parce qu'il y a des délits de fuite, des blessures, etc. Et donc, au fond, c'est si on me dit par exemple, eh ben, nous avons eu, mettons, c'est pour que ça fasse un chiffre rond, à 600 reprises dans l'année, des images importantes pour nos enquêtes, ce qui fait que potentiellement, donc presque 2 fois par jour, on peut trouver dans Marseille une procédure où il y a une image importante. D'accord, mais donc combien dans l'année entière l'ensemble des commissariats de police de Marseille font des enquêtes sur la délinquance de la République? Approximativement, c'est 60 000. Donc 660 000, ça correspond donc à 1% de ces enquêtes. C'est comme ça que moi que je vais raisonner en termes d'évaluation des politiques publiques. Voilà. Ce qui donc ne contredit pas le fait qu'il y a des enquêtes, mais ça leur donne une place, une mesure. Ça permet de rapporter quelque chose. Alors vous avez aussi fait un autre rapport qui est le rapport entre l'élucidation des enquêtes par des éléments qui sont retrouvés sur la vidéosurveillance, ou alors que l'enquête se résolue grâce à un élément décisif qui est sur la vidéosurveillance, et le nombre de caméras. Oui, alors bon, après on peut faire tout un tas de petits calculs. On peut aussi rapporter, par exemple, 600 affaires au nombre de caméras, et donc voir que donc il faut, ça correspond à même pas une affaire par caméra sur une année entière. Bon, mais on peut faire bien sûr des calculs comme ça. Mais je crois que le plus intéressant, c'est pas ça. Le plus intéressant, c'est de voir que ce système n'est pas évalué de manière rationnelle. C'est-à-dire on ne se demande pas à la fin de l'année, alors quelles sont les caméras d'ailleurs qui nous ont été utiles? Quelles autres se sont révélées par ailleurs inutiles? D'ailleurs au départ, lesquelles, pour reprendre votre carte, lesquelles étaient vraiment implantées en fonction d'une stratégie policière, lesquelles relevaient d'autres stratégies? Stratégie politique, faire plaisir à un groupe de population, une association de commerçants, machin, etc. Ce qu'on voit dans toutes les villes, les élus d'arrondissement, que chacun ait son truc parce qu'il y a des pressions, machin. Tout ça, en fait, rentre en jeu en permanence. Bon. Donc ce diagnostic-là n'est jamais fait. Or, moi, c'est ça que je viens questionner, au fond. J'essaie de sortir du débat qu'on nous jette en pâture, nous, publics, en nous disant tu es pour ou tu es contre? C'est bien ou c'est pas bien? Ce qui est le niveau de réflexion des petits-enfants, en fait. Bon. Donc non, la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre, si c'est bien ou c'est pas bien. La question, c'est où, comment, ça rapporte quoi, ça coûte combien. Donc toutes les questions que vous avez portées sont tout à fait fondamentales. Avec le même argent, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Quels sont les vrais besoins? Voilà les questions. De la même façon, je questionne je m'arrête là si vous avez prévu d'en parler après, je questionne l'intérêt qu'il y a à employer tant de personnes pour regarder les écrans à longueur de journée. Donc je parle du CSU là, de la police municipale. Il y a une 50aine de personnes qui travaillent dans le CSU. Et par ailleurs, quand on interviewe des chefs de police municipale, je l'ai fait à Marseille, mais également dans d'autres villes, et qu'on les questionne, alors ils commencent tous par nous dire moi je fais la police de proximité, c'est vachement important, c'est bien et tout. Ok. Quand on regarde le détail, on sort les fiches journalières d'activité, on regarde où sont les policiers dans la journée, machin, on s'aperçoit que non, ils font pas une police de proximité au sens où il y a des patrouilles à pied qui quadrouillent un territoire, qui prennent régulièrement des renseignements avec des personnes ressources. Bon, pas. Mais quand on dit ça, les gens répondent, les chefs de police répondent, je comprends très bien l'idée, j'aimerais le faire, mais j'ai pas les effectifs. Donc, vous voyez, une espèce de contradiction flagrante qui consiste à retirer des gens du terrain pour les mettre là, tout en disant que par ailleurs, on manque de gens sur le terrain pour remblir ce fameux service de proximité aux habitants. Alors oui, ça en l'occurrence, donc vous parlez des policiers municipaux, donc c'est ceux qui sont dans ces CSU, ces centres de supervision urbains. Justement, ça m'amène à une question. Donc vous, Sébastien Brun, vous faites partie de la police nationale. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la police municipale est un petit peu en train de grignoter sur vos missions en se dotant d'outils comme ça, de vidéosurveillance? Alors, lorsque c'est pour la sécurité des personnes, les guerres d'ego, c'est inutile. Par contre, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit. Allez-y. Le fait de mettre des policiers municipaux derrière la caméra n'a pas enlevé des gens du terrain. Plus exactement, à Marseille, ils ont été recrutés pour ça. Il y a eu une campagne de recrutement
Donc des policiers municipaux ont été recrutés pour fournir le CSU. Et bon, après, moi je suis la police nationale, donc je défends aussi syndicalement des employés de la mairie. Mais sur le recrutement, d'ailleurs, il y a un nouveau recrutement de la ville de Marseille d'effectifs. Je crois qu'il y a un concours qui a été ouvert à 200 effectifs. Mais pour amener un bémol sur le fait que les caméras n'ont pas vidé forcément les policiers sur le terrain. Et les caméras ne sont pas là pour remplacer des policiers de toute façon. Les caméras sont là pour les aider dans leur travail, dans leurs tâches. Je disais tout à l'heure que c'était en temps réel. En temps réel, ça peut permettre d'évaluer une situation qui peut être dangereuse avant d'intervenir et pour protéger les effectifs. Après, sur ce que vous avez dit aussi sur les chiffres, alors moi, je n'ai pas autant de chiffres que vous, mais est-ce que dans vos calculs ont été pris en compte les images qui n'ont pas été déterminantes pour résoudre une affaire et incriminer quelqu'un, mais par contre pour évacuer des pistes? Parce que beaucoup d'enquêtes utilisent des images pour, par exemple, un auteur présumé qui pourrait faire l'objet d'une enquête et qui peut être mis de côté et ne plus être inquiété dans une enquête parce que la caméra a montré que cette personne-là, finalement, n'était pas sur les lieux à ce moment-là. Est-ce que dans vos calculs, vous avez annoncé tout à l'heure, vous avez pris ce genre d'informations? Est-ce que ça a été pris en compte? Alors, sur la deuxième question, la réponse est non. Il n'y a jamais nulle part d'informations qui sont données. C'est difficile à récupérer comme information. J'entends bien, c'est compliqué, c'est l'évaluation au cas par cas, etc. Bon, il faudrait le faire dans chaque dossier, il faudrait que chaque enquêteur qui le fait sur un dossier transmette cette info. Bon, c'est un peu compliqué. Sur le point précédent, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors ma formule est maladroite. Effectivement, on ne retire pas des gens du terrain pour les mettre là. C'est pas comme ça que ça pose quand même peut-être une question de coût. C'est-à-dire que vous avez aussi évalué le rapport entre l'efficacité et le coût. Oui, mais par ailleurs, Et le coût qui pourrait être investi dans des salaires de personnes qui sont sur place, qui sont sur le terrain. Oui. Moi, je remarque deux choses. Donc, la première, c'est qu'en permanence, il y a des besoins de services publics de proximité qui ne sont pas rendus. Bon. Et que systématiquement, la raison qui est invoquée, c'est le manque d'effectifs. C'est systématique. Donc forcément, ça pose la question de l'emploi des effectifs en question. C'est ça le fond de mon propos. Et puis deuxième chose, l'idée néanmoins que la machine va remplacer l'humain, pour simplifier, c'est quand même quelque chose qui est au point de départ. Il ne faut pas oublier que lorsque la vidéosurveillance devient une politique nationale, c'est Sarkozy-Fillon en 2007, l'idée, ce qui est proposé, ce qui est vendu entre guillemets aussi aux élus locaux, ça consiste à leur dire, bien sûr d'un côté il y a la RGPP, et donc on va réduire les fonctionnaires nationaux, mais quelque part en échange on va vous donner des caméras. Donc il y a ce rapport-là, je ne dis pas qu'il est vrai ou pas, mais je constate qu'il a été posé dès le début. Voilà. Mais donc encore une fois, entendons-nous bien, moi à l'issue de mon diagnostic, je ne dis pas du tout il faut désinstaller toutes les caméras, mettre tout ça à la poubelle, etc. Je dis non. Lorsqu'elles existent, conservons-les lorsqu'elles sont dans des endroits stratégiques en termes policiers. Débarrassons-nous par contre de l'aspect politicien, électoraliste, etc. Caméra pour faire plaisir. Bon. Ce qui est non négligeable. Il faut voir que à force d'avoir présenté pendant des années les caméras de vidéo comme la chose qui enfin allait permettre de résoudre les questions de délinquance, ce qui est une mauvaise plaisanterie. L'impact est minime, il est réel, mais il est minime. Et d'ailleurs, s'il était majeur, ça se verrait sur les niveaux globaux de délinquance. Oui, vous parlez tout à l'heure de l'arrivée des caméras dans un contexte politique particulier. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? À Marseille, en tout cas. Est-ce que à Marseille, d'avoir autant de caméras, c'est quelque chose qui est typique à la ville ? Alors non, c'est pas typique à la ville, c'est la chronologie qui est typique. En gros, pour résumer, il y a eu 3 épisodes dans l'histoire de la vidéo en France. Le premier épisode, c'est les années 90 et la première moitié des années 2000. Ce sont des initiatives municipales, c'est-à-dire des élus qui cherchent à municipaliser la question de la sécurité. Jusqu'au début des années 90, sauf exception rarissime, tout le monde considère que la sécurité, c'est une prérogative de l'État. Bon, et le maire n'a pas grand-chose à faire là-dedans. D'ailleurs, il n'y a quasiment plus de police municipale. Historiquement, il y en a eu, mais il reste quelques gardes champêtres. Bon, voilà. À partir des années 80, cette question-là est de plus en plus posée. Les élus réclament plus de présence, etc. etc. Bon, ils vont jouer sur 2 manettes. La plus répandue, c'est la police municipale,
qui va être à nouveau recruté, dont on va voir les effectifs grandir très fortement à partir donc, des années 80. Et puis à partir des années 90, on voit arriver la vidéo, alors au début de manière très politisée. Hein. L'exemple typique, c'est Levallois-Perret, M. Balkany, c'est Nice, c'est des villes où les choses sont vraiment extrêmement politisées au mauvais sens du terme, bien sûr. Ça, c'est la première phase qu'une loi en 95 commence à encadrer juridiquement. Ensuite, il y a un deuxième épisode de l'histoire, c'est le plan national, le plan Sarkozy-Fillon 2007. Et puis je dirais, on est rentré aujourd'hui dans une troisième phase. Moi, j'ai fait un tour de France, au-delà de des terrains précis où j'ai obtenu des données très très précises. J'ai fait un petit tour de France et je me suis aperçu qu'il y a une troisième phase qui a été enclenchée en fait en janvier 2015 après les attentats de Charlie Hebdo. On voit qu'aujourd'hui, quand on regarde quelles sont les communes qui adressent des demandes aux préfectures, de demandes pour être autorisées, on s'aperçoit que c'est les petites villes et des villages qui sont les plus nombreux. Et en prenant un exemple, j'ai travaillé sur l'ensemble des Bouches-du-Rhône, en obtenant de la préfecture aussi les données là, de la vidéo dans toutes les communes du département. Donc on vérifie ça et on s'aperçoit que les villes les plus vidéosurveillées, c'est-à-dire où il y a le ratio caméra par habitant le plus important, ne sont pas du tout les villes où par ailleurs il y a des problèmes de sécurité majeurs. Voilà, ce sont des petites villes, voire des villages où objectivement il ne se passe presque rien. Oui, comme si la caméra, la vidéosurveillance était un gadget finalement. Et ce qui est paradoxal, c'est que vous dites que sur le terrain, pour vous, c'est indispensable. Eh bien, en interrogeant, mais alors il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux là. Parce que là, moi, je vais vous parler de la ville de Marseille. J'ai d'autres exemples sur le département, si vous voulez. C'est la ville de Marseille que je connais le mieux. Après, j'entends sur des petites communes où ça peut être pour un but électoraliste. Maintenant, est-ce que quand même sur ces communes-là, il n'y a pas la population quand même qui est rassurée, le fait d'avoir des caméras, et est-ce que peut-être empêche-t-elle la délinquance de se délocaliser dans ce genre de commune? Peut-être que c'est à en prendre en compte également. Et bon, pour revenir sur la commune de Marseille, si vous interrogez des policiers, ils vous diront heureusement qu'on l'a. Voilà, que ce soit surtout pour les policiers qui mènent des enquêtes, c'est heureusement qu'on l'a. Donc c'est quelque chose qui marche bien. La coopération entre la police municipale et la police nationale marche très bien également. Et d'ailleurs, vous avez fait un petit historique de l'évolution des polices municipales. Il y en aurait une intéressante à faire sur la ville de Marseille également. Ces dernières années, moi je suis sur Marseille depuis 2006, il y avait de la police municipale avant, mais peut-être que ces effectifs-là, qui étaient les mêmes, donc des effectifs qui étaient très bien, étaient peut-être sous-utilisés. Et moi, pour répondre à vos questions tout à l'heure, est-ce que la police municipale ne prend pas un peu le pas sur la sécurité? Je pense que non. Je pense que la police municipale s'est mise au niveau pour pouvoir travailler avec la police nationale, et c'est un réel partenaire pour la sécurité au quotidien. Et ces dernières années, en marge des caméras, donc il faut avoir une vue un peu plus globale de la police municipale, en plus des caméras, le policier municipal a été finalement mis dans une mission qui lui ressemble plus. Il a été formé, bon, il a été armé, c'est un autre débat. Il a été formé sur l'utilisation des bâtons. Il y a des unités motocyclistes. Maintenant, il y a des unités de nuit. Et, les effectifs ont augmenté aussi. Les effectifs augmentent. Et puis là, je vous l'ai dit, il y a un concours avec de 200 personnels qui vont être recrutés. Et pour le policier national, c'est une vraie aide. Voilà. Et à la fois sur le terrain, avec des effectifs de police municipale donc de mieux en mieux formés et présents avec nous sur le terrain, mais pour revenir aux caméras, également au CSU, où on a des personnels alors peut-être amoureux de leur métier, ça fait peut-être trop, mais qui travaillent très bien, qui sont investis dans leur mission. Pour vous expliquer, lorsqu'on a besoin d'images, donc sur des petits faits, des petites enquêtes, c'est pas forcément le policier national qui va aller chercher les images, ça peut arriver, mais il va demander donc aux effectifs de police municipale, aux opérateurs qui sont devant les écrans, de lui fournir des images de tel ou tel quartier à la recherche de telle personne ou de tel véhicule. Et le policier municipal, lui, va se mettre sur son écran et va chercher 2 heures, 3 heures en arrière des images utiles par rapport aux demandes de la police nationale. Et les retours que je peux vous en donner sur le ressenti de cette coopération, c'est que
c'est qu'elle marche très bien et que les images sont bien traitées et fournies et bien exploitables par la police nationale. Donc c'est une coopération qui marche et je pense que dans une ville comme Marseille, on a besoin d'avoir une police municipale, une police nationale qui travaille de concert et qui travaille bien ensemble. Et j'ai envie de dire, grâce à la police municipale qui devient de plus en plus technique, mais aussi grâce à ce centre de supervision urbaine, CSU. Disons CSU. On va dire CSU. En langage policier, disons CSU. La police nationale, la police municipale travaillent bien ensemble pour la sécurité de tous. Alors c'est paradoxal parce que vous décrivez les policiers municipaux comme des petites mains en fait. C'est ceux qui vont faire les recherches dans le CSU. Pourtant. C'est une question d'habilitation. On le voit, ils sont habilités. Mais ils sont habilités à de plus en plus de choses. Ils sont armés, ils sont de plus en plus nombreux. Il y a vraiment, en tout cas, ce sentiment qu'ils sont en train de prendre le pas sur la sécurité qui est censée être du ressort de la police nationale. Non, ils ne prennent pas le pas. Ils travaillent avec la police nationale pour la sécurité de tous. Ils montent en grade. Et moi, je trouve que c'est plutôt positif, moi. Ils vous prêtent main forte. Oui, et puis des fois c'est nous qui leur prêtons main forte. Moi je trouve que c'est très positif que ces effectifs-là soient nombreux, de plus en plus nombreux, et bien formés pour travailler pour la sécurité de tous, et pour travailler main à la main avec la police nationale. Il n'y a pas de guerre d'ego, peut-être qu'il y a eu il y a 15-20 ans en arrière, mais... Et c'est la vidéosurveillance qui vous unit. Non, mais j'ai envie de dire que sur ce thème-là, oui, ça nous unit. Alors, il y a sur des enquêtes plus longues, par exemple, que pourrait mener une BSU ou une sûreté départementale, c'est directement un policier national qui va les passer. Quand je vous disais que des vidéos peuvent être exploitées pendant plusieurs mois, là, par contre, c'est le policier national qui va aller chercher ce qu'il espère trouver dans les images. Mais... sur une enquête un peu plus légère, effectivement, par souci de temps aussi, parce que les unités qui prennent les plaintes et suivent les plaintes n'ont pas forcément le temps d'aller interpréter les images. Heureusement que la police municipale fait bien son travail et nous fournit des images de qualité. Alors, vous parlez justement d'interpréter les images, ça nous projette un petit peu vers le futur, vers le deuxième sujet qu'on va traiter ce soir, parce qu'en fait, il y a un lien clair entre la vidéosurveillance et le big data, c'est-à-dire que dans le projet de la mairie, en tout cas, la vidéosurveillance doit être inclus dans ce projet de Big Data. Julien, est-ce que tu peux revenir là-dessus et nous expliquer un petit peu comment ça va s'articuler, comment on va passer ou on prévoit en tout cas de passer d'un système de vidéosurveillance, donc comme vous l'avez décrit, à ce projet un peu monstre là de Big Data. Oui, alors c'est pas deux projets cloisonnés, effectivement, qui marchent en s'ignorant. Le big data de la tranquillité publique vient plutôt se brancher en fait sur ce réseau de vidéosurveillance, puisque à côté des PV qui vont être des données sur les PV qui vont être renseignées par les policiers municipaux, la principale donnée, la matière de ce big data de la tranquillité publique, ce sera la donnée qui vient du réseau des caméras. Donc plus de 1000 caméras, bientôt 1500. En fait, ce qui est expliqué, c'est que les personnels qui observent les images remplissent des mains courantes. Donc ils remplissent tout un tas de rapports d'incidents avec des dates, des lieux, des types d'incidents, et que c'est cette donnée-là qui va permettre, qui va être injectée dans le big data de la tranquillité publique, qui va être analysée. Et ce qui est intéressant, c'est que par retournement aussi, ça va permettre d'évaluer l'efficacité des caméras. C'est ce qui est expliqué. Ça permet on espère que ça permette de mesurer l'impact du dispositif. Quelles caméras sont efficaces, lesquelles le sont moins, et aussi d'accompagner le futur déploiement, donc de conseiller peut-être des endroits qui seraient moins couverts. Donc on a un lien qui se fait comme ça, et presque 10 ans après en fait le démarrage, le grand démarrage du déploiement du réseau,
on a quand même cette boucle qui se fait, où on a l'impression qu'on cherche quand même maintenant à évaluer un peu l'utilité de ce millier de caméras, et on se repose un peu la question de l'efficacité avant de relancer 500. Merci. Donc, on l'aura compris, dans ce système dans ce projet de Big Data, des informations de la vidéosurveillance doivent être inclus, mais il n'y a pas que ça. Félix Tréguer, donc vous êtes penché sur ce projet faramineux, et ce qui vous a inquiété, ce qui vous a alerté, ça va être le traitement des données, et la question qu'on se pose tous, en fait, c'est quelles données qui vont être incluses dans ce projet de Big Data? Alors, juste pour refaire un peu l'histoire de la manière dont la Quadrature du Net et les organisations de défense des droits de l'homme, notamment dans l'environnement numérique, abordent ces questions, il faut savoir que depuis 2013 et les révélations d'Edward Snowden, le lanceur d'alerte de la NSA, il y a eu un grand débat sur les capacités de surveillance des services de renseignement, et notamment de surveillance de grandes masses de données collectées sur les réseaux Internet, soit au niveau des réseaux, soit au niveau des serveurs. Et c'est un peu comme ça que, du côté de la Quadrature, donc il y a une association qui a été fondée en 2008, on s'est intéressé à la problématique de la surveillance. Et aujourd'hui, on voit en fait ces systèmes techniques tournés vers le traitement la collecte et le traitement de masses très importantes de données, donc de big data, se diffuser à travers l'ensemble du champ de la sécurité publique et privée. Et c'est dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, que beaucoup de forces de police américaines, notamment, ont déployé des systèmes de police prédictive basés sur les traitements statistiques, pas toujours épaulés, pour le coup avec des quantités gigantesques de données, mais avec cette démarche d'anticipation des risques. Alors ces données, c'est quoi en fait? Les données en question, dans le projet marseillais, elles sont évoquées souvent à titre illustratif. Dans un premier temps, l'expérimentation qui sera menée par le prestataire retenu, qui est donc l'entreprise NJ Neo, qui au passage est l'un des leaders du marché de la vidéosurveillance. Il faisait environ 60 millions d'euros de chiffre d'affaires avec la vidéosurveillance en France en 2013. Donc cette entreprise sera en charge, dans un premier temps, de déployer ces systèmes et ces traitements sur les données de la ville de Marseille, et donc notamment les mains courantes, les données issues des principaux services publics municipaux. Les hôpitaux publics sont mentionnés, les données de la régie de transport, etc. Donc, il y a un pool de données municipales. C'est lié aussi, il parle de mettre des données liées à la météo, pour pouvoir essayer de définir des contextes plus ou moins propices aux infractions et à l'insécurité. C'est l'idée. Mais ce qui est intéressant dans le document, c'est qu'il mentionne explicitement le fait qu'il faudra assez rapidement en fait, se tourner vers des jeux de données de partenaires qu'il faut encore démarcher. Les opérateurs de téléphonie sont notamment mentionnés, donc ça permet par exemple de situer les téléphones portables en fonction des cellules auxquelles ils sont rattachés sur le territoire municipal, et donc en gros d'avoir une cartographie un petit peu de la présence de la population et de sa répartition sur la zone, sur la ville de Marseille. On peut imaginer que parmi ces partenaires privés, les jeux de données fournis par des sociétés de sécurité privées puissent être intéressantes également pour le projet. Et du côté des partenaires publics, on pense évidemment aux données de la police nationale, des fichiers du ministère de l'Intérieur, voilà, sans rentrer dans les détails, mais et parmi ces fichiers, il y en a un qui inquiète pas mal ces derniers mois et sur lequel il y a un recours qui est en cours d'instruction devant le Conseil d'État, et qui a été introduit par la Quadrature du Net contre un fichier qui s'appelle le fichier TESS, qui a été adopté il y a un peu plus de 2 ans, et qui réunit pour tous les détenteurs de titres d'identité, carte d'identité et passeport, tout un tas de données biométriques, et notamment la photographie du visage, données biométriques liées à l'iris, aux empreintes digitales, etc. Donc alors, bref, ça c'est des données et des fichiers qui pourront à terme abonder cette plateforme d'intégration et traitement de différentes sources de données. Et dernier aspect, parce que c'est extrêmement important aussi, c'est mis en avant dans le document à plusieurs reprises, la surveillance de ce qu'on appelle en renseignement les sources ouvertes, et notamment les réseaux sociaux. Twitter et Facebook sont mentionnés, et là l'idée c'est de faire de l'analyse du sentiment des foules pour prévoir des mouvements d'humeur, des mouvements de population. C'est des choses qui sont évoquées dans le document. Alors, dans ce projet municipal, il est question d'anonymisation des données. Enfin, c'est en tout cas ce qu'a dit l'élu en charge de la sécurité, qui n'est pas là ce soir. Du coup, je
je porte son discours. C'est quelque chose dans lequel vous croyez, ça, l'anonymisation des données? Alors, parce qu'à partir du moment où elles sont anonymes, alors, la CNIL, on voit mal comment elles peuvent être utilisées à des fins négatives. Dans son rapport d'octobre, le comité de prospective de la CNIL a fait un rapport sur les smart cities à l'automne, les villes intelligentes. Il faut savoir que le projet là en question est vraiment présenté comme la première brique de la smart city marseillaise. Donc on commence par les applications sécuritaires pour fonder et construire la ville du XXIe siècle. La Smart City donc, et donc dans son rapport, le comité de prospective de la CNIL expliquait qu'en gros les données, même anonymes, ne resteraient pas longtemps anonymes quand il s'agit de détecter des comportements suspects. Et c'est effectivement un des objectifs centraux dans le document. Et il y a une incohérence dans ce document puisque, en fait, il y a une partie qui décrit un petit peu les stades de traitement et de nettoyage des données, et notamment il y a un schéma qui explique qu'en étape 2, il faudra, la ville de Marseille se garantira l'anonymisation des données, et en phase 3, la ville de Marseille demande aux prestataires d'être en mesure de séparer les données et de faire des typologies en séparant les données publiques, des données confidentielles et des données personnelles. Donc on se demande comment ce type d'information peut être fait après l'anonymisation, mais bref, il y a des incohérences. Et puis même cette idée d'anonymisation, à partir du moment où le but c'est de détecter des infractions, de vidéos verbalisées, on se doute bien que les comportements suspects, effectivement, comme le rappelle la CNIL, ne resteront pas anonymes très longtemps. Voilà, il y a un peu une contradiction dans les termes. Alors justement, a priori, la CNIL n'est pas encore passée derrière ce projet. Vous avez essayé de la saisir, de poser la question? On a, au moment fin décembre, quand on a écrit à la mairie de Marseille pour avoir accès aux documents administratifs communicables sur ce projet et en savoir plus, on a également demandé un rendez-vous à la mairie de Marseille. On n'a jamais eu de réponse pour le coup. Bienvenue au club. Et on a contacté la CNIL en faisant une demande similaire pour savoir s'ils avaient des documents que la ville de Marseille leur aurait communiqués ou des rapports d'évaluation interne. C'était des choses auxquelles on pouvait s'attendre. On n'a eu aucune réponse à ce jour. On a fait une demande de rendez-vous, elle est restée également lettre morte pour l'instant. En fait, la CNIL, c'est une autorité administrative qui est complètement débordée par ses tâches, qui en plus croissent à toute vitesse. Et clairement, les questions de police prédictive, ça rentre tout juste dans leur viseur, mais c'est pas des choses. Et d'ailleurs, du côté de la société civile et des organisations de défense des droits, on est un peu dans la même situation. Il faut bien le reconnaître. C'est des choses assez nouvelles, et clairement, il y a un gros travail à faire en la matière. Donc là, la CNIL. Parce qu'on en a appris un peu plus suite à la publication de ce document. Il y a un journaliste de Next Impact, Marc Ress, qui a contacté la CNIL pour savoir si effectivement elle avait été mise dans la boucle, puisque c'était un peu ce qu'a semblé indiquer à Caroline Posementier. Et l'autorité, la CNIL, a fait savoir qu'elle n'avait pas été consultée, et que c'est simplement suite en fait, à un article du Monde qui date de décembre, au moment où le marché public a été remporté, qu'il y a eu un communiqué de presse de la ville de Marseille annonçant le début du déploiement de ce système, que la CNIL a commencé à s'intéresser au sujet, et seulement en février, donc 2 mois plus tard, ils ont écrit à la ville de Marseille pour avoir davantage d'informations. Donc maintenant ils sont dans la boucle, mais c'est de leur propre initiative et pas du tout à la demande de la ville de Marseille, ce qui pose problème parce que évidemment ça pose pas mal de questions du point de vue du droit des données personnelles. Alors Laurent Micheli, vous disiez que finalement ce maillage de caméras sur la ville de Marseille et sur les autres villes que vous avez étudiées, on n'analyse pas, on n'étudie pas les résultats qui donnent ou pas. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de Big Data si on ne le fait pas pour la vidéosurveillance, d'analyser l'efficacité du dispositif? Est-ce que vous pensez qu'à terme on pourra le faire pour un projet aussi faramineux? Alors là, de mon point de vue, il est encore plus clair là qu'on est vraiment dans ce qui sont les deux mamelles du succès des technologies de surveillance, qui sont d'une part les usages politiques qu'on peut en faire, et d'autre part l'immense marché marketing et lobbying industriel qui se cache derrière. J'en parle en connaissance de cause parce que d'abord pour une autre ville du département, j'ai été amené à faire
une analyse, une recension et une tentative de comparaison de toutes les sources statistiques qui pouvaient intéresser la question de la sécurité sur une ville, qui sont celles des polices nationales et municipales, mais qui sont aussi celles des transporteurs publics, des bailleurs sociaux, etc. J'ai fait ce travail, donc je vois de quoi il s'agit et quel est le souci. Et je vois très bien la tentation également de ces dispositifs où l'idée c'est, mais j'ai toujours le même problème en France, malheureusement, on va rajouter une couche supérieure de technocrates, informaticiens, big data penseurs, machin, qui vont venir sortir des calculs incroyables pour dire aux gens ce qu'il faut faire, alors que la connaissance, elle est dans les acteurs de base, elle est dans les professionnels de terrain. Et donc ça risque de déconnecter en fait encore plus les choses de la connaissance de base. Donc premièrement, j'ai fait ce travail-là. J'ai fait par ailleurs un autre travail avec la collaboration, en collaboration avec la police nationale sur la ville de Marseille, la direction départementale de la sécurité publique, où j'ai exploité le logiciel qui fonctionne maintenant depuis l'année 2015, le nouveau logiciel d'enregistrement des procédures, qui est de mieux en mieux renseigné en termes géographiques, qui permet de plus en plus de géolocaliser les procédures, jusqu'à la rue, voire au numéro de la rue. Ce qui fait que quand on travaille là-dessus, on peut très vite faire de la cartographie, on peut très vite, et quand on fait ça, on s'aperçoit que les choses ne sont pas des données aléatoires, que seul un algorithme va enfin permettre de nous révéler. Non, s'il y a des concentrations de problèmes à tel ou tel endroit, il y a toujours derrière des explications, des rationalités tout à fait claires. Voilà, c'est pas un hasard s'il y a davantage de dégradation de véhicules et de vols dans les voitures aux alentours du stade Vélodrome les soirs de match. Vous voyez, c'est pas tout à fait un hasard et on n'a pas besoin d'un algorithme de le savoir. Localement, les policiers le savent très bien. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais je peux en prendre plein dans le centre, sur le Vieux-Port, tout ce que vous voulez. Donc c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire qu'on est là de manière, à mon sens, très très claire, beaucoup plus que la vidéo. La vidéo pose d'autres problèmes, puisqu'elle a certains usages réels, on en a parlé, elle a des détournements dont on n'a pas parlé, le principal étant la vidéo-verbalisation, il faut en parler à un moment donné, c'est tout à fait important, c'est la façon dont on rentabilise en fait le système, non pas pour protéger les citoyens, mais pour renforcer le contrôle. Oui, vous estimez que c'est la plus grosse part d'activité, d'utilisation de ce dispositif. En termes répressifs, c'est tout à fait clair, je veux dire, il y a un moment donné, on parlait tout à l'heure des quelques centaines de cas dans lesquels les images ont permis de faire des grands pas dans l'élucidation d'une affaire de délinquance de voie publique. Quand on parle de vidéo-verbalisation, on compte en dizaines de milliers. Rien que sur l'année 2015, je crois que j'étais presque à 40 000 PV qui sont générés uniquement par ce système-là. On flash l'agent assermenté, flash la plaque d'immatriculation, et ça concerne principalement, au début c'était simplement le stationnement gênant. Depuis une loi de décembre 2016, ça s'est étendu à la quasi-totalité des infractions routières. Donc là, ça concerne potentiellement chacun d'entre nous dans tout un tas de petites choses du quotidien qu'on peut être amené à faire le plus souvent de manière non volontaire, sans chercher à enfreindre la loi de manière volontaire. Bon. Et donc le big data, pour le coup, c'est, à mon sens, vraiment clairement, avant tout, une façon, premièrement, de faire de la politique, pour les élus qui s'en emparent, sans rentrer dans le détail de quoi que ce soit, sans évaluer quoi que ce soit, sans aller voir. Tout ça est très clair. Les gens qui en parlent, en général, ne savent pas d'ailleurs de quoi ils parlent, en fait. Ils n'en savent rien. Ils manient des mots, et on leur a projeté un PowerPoint, ils répètent les trucs qu'ils ont vus à un truc de com où il y avait des petits fours et du champagne après. Enfin voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Ils n'ont aucune connaissance technique de tout ça, ils ne savent pas du tout, mais ça fait super beau, quoi. Voilà, ça fait super beau. Le seul problème étant que ça coûte des millions et des millions et des millions et des millions d'euros, dont par ailleurs plein de politiques publiques manquent cruellement. Certaines de ces politiques et certains de ces manques, par ailleurs, contribuant à fabriquer au quotidien des problèmes de sécurité. Donc c'est un véritable cercle vicieux, c'est-à-dire qu'en ne faisant pas un certain nombre de choses, en matière scolaire, en matière d'emploi, en matière de santé, on continue à fabriquer des problèmes de délinquance qui nous retomberont dans quelques années sur la figure. Donc un gadget qui finalement n'aurait pas plus que ça d'utilité. Dernière question avant de passer à vos questions ou vos avis d'ailleurs dans la salle. Peut-être Sébastien Brun, est-ce que vous imaginez utiliser cet outil du big data ? Pour l'instant, de toute façon, vous venez de le dire, c'est tellement flou. Là, on en parle et nous-mêmes, on ne sait pas de quoi on parle. Donc là, des caméras, vous l'avez dit. Derrière, il y a des opérateurs humains, donc il y a des personnes sur le terrain et des personnes derrière la caméra qui sont en capacité d'analyser ce qui se passe et de pouvoir réagir. Alors, que ce soit sur des problèmes de délinquance, de sécurité, ou sur de la vidéo-verbalisation qui est faite exclusivement par la police municipale. Donc, il y a des agents prévus pour ça. Après, sur des algorithmes, on le fait. Vous l'avez dit, on le fait déjà.
La reconnaissance des plaques d'immatriculation, par exemple ou... Non, mais c'est pour connaître les secteurs accidentogènes, pour le routier, ou connaître les secteurs où il y a des crimes et délits. Donc, heureusement que les forces de police n'ont pas attendu qu'il y ait un algorithme pour le faire. Maintenant, quoi dire dessus? Peut-être que ça marchera un jour. Pour l'instant, moi, c'est quelque chose qui est assez flou. J'arrive pas à projeter comment on pourrait exploiter ces choses-là mieux que par l'humain. Voilà. Merci à vous trois. Je vais maintenant inviter donc le public à poser vos questions, si vous le voulez.